Bienvenue à ce séminaire de l'Agence internationale de l'énergie, aussi appelée AIE. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les principes fondamentaux des statistiques énergétiques. Aujourd'hui, nous allons présenter quelques éléments essentiels sur les statistiques énergétiques, ce que nous considérons être les informations fondamentales nécessaires pour pouvoir traiter les données du secteur de l'énergie. Compte tenu de la complexité du sujet, nous avons choisi d'être sélectifs. Notre objectif principal est de vous présenter les fondamentaux, de vous enseigner, ou dans certains cas de vous rappeler, les aspects élémentaires les plus importants de ce domaine d'études. Nous avons listé ici les principaux objectifs d'apprentissage de ce webinaire. Nous commencerons par une brève introduction sur l'importance des données et des statistiques sur l'énergie et de leur qualité. Puis, nous aborderons certaines des questions principales auxquelles vous pourriez être confrontés dans le traitement de vos statistiques énergétiques. Nous en viendrons ensuite au concept de base, en donnant un aperçu de la répartition offre et demande. Enfin, nous examinerons les principaux procédés de conversion, le concept de pouvoir calorifique et le principe des moyennes pondérées. Même si ce n'est pas forcément évident de prime abord, une bonne compréhension des données et des statistiques sur l'énergie est importante pour la presque totalité des acteurs et pour une grande variété de problématiques et de sujets différents, ce qui s'illustre également dans la grande diversité du public rassemblé aujourd'hui pour suivre ce webinaire. Nous avons listé ici quelques-uns des principaux acteurs qui ont besoin de données énergétiques, en partant du niveau micro, le suivi plutôt rudimentaire des factures d'électricité et de chauffage par les ménages, jusqu'au niveau macro, celui des décideurs au niveau local, national et international, qui s'appuient sur les données pour mener à bien leur travail. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Bien entendu, entre ces deux niveaux, une multitude d'acteurs ont également besoin de disposer de données fiables pour le suivi efficace de leur travail et pour la recherche. Les entreprises pour suivre leurs pertes et leurs profits environnementaux, les universitaires et les courtiers qui utilisent les données afin d'observer la manière dont évolue l'offre et la demande pour prévoir les prix du pétrole. Comme nous l'avons mentionné, les données sur l'énergie forment la base de toute politique énergétique viable et sont donc fondamentales tout au long du cycle politique. De la définition des enjeux jusqu'à la mise en œuvre et l'évolution des politiques publiques, des éléments tangibles sont nécessaires. En l'absence de données énergétiques fiables, il est difficile d'avancer des arguments factuels et la définition des enjeux peut être problématique. Disposer de données peut aider à fixer des objectifs et des cibles, ce qui peut également améliorer considérablement les possibilités d'inscrire une question politique à l'ordre du jour. En outre, pour définir des objectifs dans un nouveau domaine d'action publique, les données sont également importantes pour conduire l'analyse préliminaire de ce qui pourrait fonctionner dans une juridiction ou un pays donné. Avoir accès à des données énergétiques fiables est donc essentiel pour éviter les échecs politiques. L'absence de données peut rendre le processus d'élaboration des politiques publiques extrêmement difficile et les décisions peuvent être mal informées. Lors de la mise en œuvre, il est également nécessaire de disposer de données cohérentes et fiables. Celles-ci peuvent aider à définir des indicateurs de performance, à mettre en place un processus de suivi rigoureux et des évaluations. Les données issues du suivi peuvent également être utilisées afin d'appuyer les efforts de plaidoyer, en montrant les progrès accomplis ou en indiquant si un projet fonctionne efficacement. Cela peut guider l'élaboration de nouvelles politiques publiques qui soient opportunes et pertinentes. Les politiques d'efficacité énergétique sont un bon exemple de la manière dont cela fonctionne. Disposer de données fiables, à jour et détaillées sur les utilisations finales de l'énergie, les marchés, les technologies et les opportunités d'efficacité énergétique dans l'ensemble des secteurs contribue à l'élaboration de stratégies et de politiques publiques efficaces en matière d'efficacité énergétique. Qu'entend-on par de bonnes données ? Cela peut sembler évident, mais il est bon de rappeler ce que sont de bonnes données. Tout d'abord, les décideurs dont nous parlions tout à l'heure veulent disposer de données pertinentes. Elles doivent donc couvrir le champ politique examiné. Si l'on s'intéresse au réchauffement climatique, par exemple, il est nécessaire de disposer de données sur la combustion de l'ensemble des combustibles. Deuxièmement, les données doivent être fiables. Elles doivent indiquer à la fois le bon niveau et les bons développements d'année en année. Troisièmement, les données devraient être publiées dans un délai raisonnable, après la période de référence. La plupart des pays ont déjà publié des données synthétiques pour l'année 2016 en début d'année 2018. Nous évoquerons plus tard l'offre et la demande du marché de l'énergie, mais en règle générale, les données sur l'offre sont publiées plus tôt que les données sur la demande. En effet, comme nous le verrons, il y a moins d'acteurs du côté de l'offre et le secteur est plus réglementé que du côté de la demande. Enfin, les données ne devraient pas être trop chères à collecter. Cela vaut aussi bien pour les données collectées
par l'Office statistique ou par les autorités du secteur de l'énergie que pour les entreprises, qui sont tenues de déclarer leur production ou leur consommation d'énergie. Il ne faut pas néanmoins imposer un fardeau de collecte trop lourd aux entreprises. Certaines organisations internationales ont mené un travail important sur ce qui fait de bonnes statistiques. Les Nations Unies ont élaboré un ensemble de principes fondamentaux pour les statistiques officielles. Vous pouvez les consulter en cliquant sur le lien indiqué. L'Office statistique de l'Union européenne, plus communément appelé Eurostat, a approfondi ces principes ou en ajoutant d'autres pour proposer 15 principes pour de bonnes données. Chaque principe est associé à une série d'indicateurs qui permettent de vérifier la manière dont les pays se comportent pour chacun de ces principes. Par exemple, en ce qui concerne le principe numéro 11 sur la pertinence, pour déterminer si les statistiques répondent bien aux besoins des utilisateurs, des processus de consultation des utilisateurs devraient exister. La priorité devrait être donnée aux besoins des utilisateurs. Leur niveau de satisfaction devrait être régulièrement mesuré au moyen d'enquêtes. Mais comment améliorer la qualité des données ? En tant qu'utilisateur ou compilateur de statistiques, il existe 2-3 choses assez simples à mettre en œuvre pour améliorer la qualité des données. Tout d'abord, il vous faut bien comprendre la source des données. Comment les données sont-elles collectées ? Sont-elles relatives à un échantillon ou sont-elles collectées auprès de l'ensemble de la population ? Ces données sont-elles reportées de manière obligatoire ou sont-elles collectées volontairement ? Est-ce que ce sont des statistiques officielles ? Pour bien comprendre les données, il est également important de pouvoir expliquer les tendances au fil du temps. Enfin, indépendamment de leur mode de collecte, il est utile de disposer d'un contact à qui adresser des questions d'ordre technique sur les données. Un certain nombre de défis se posent en matière de statistiques énergétiques. L'un des plus importants défis qui se posent actuellement en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique et en Asie, est la libéralisation des marchés de l'énergie. Auparavant, il existait un fournisseur et un distributeur d'électricité. De nos jours, il y a des centaines d'acteurs sur le marché. Dès lors, il est difficile d'obtenir des informations de chacun d'entre eux. De plus, ces acteurs étant en concurrence, les uns avec les autres, ils peuvent hésiter à partager leurs données, en particulier celles qui sont censées être confidentielles. Dans le même temps, alors que le personnel des offices statistiques doit déjà faire face à la libéralisation des marchés, on leur transmet de plus en plus de travail. Ils doivent en effet collecter des données sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'environnement et de manière générale suivre les politiques publiques dont le champ d'action ne cesse de s'étendre. En parallèle, les services statistiques disposent de ressources limitées et sont confrontés à un renouvellement rapide de leur personnel. L'AIE s'efforce de faciliter le travail de ceux, à travers le monde, dont le travail consiste à recueillir des données. Nous avons publié un manuel sur les statistiques de l'énergie, traduit en 10 langues. Il est largement utilisé dans le monde entier. Ce manuel constitue une bonne introduction aux statistiques énergétiques et c'est un bon outil à avoir à portée de main lorsque vous avez besoin de vérifier certaines choses. Il est disponible en version papier et au format PDF. Maintenant que nous avons expliqué pourquoi les données sont importantes, nous pouvons passer à l'examen de certains concepts de base des statistiques énergétiques. Nous verrons successivement la répartition entre offre et demande, les opérations de conversion de base, les pouvoirs calorifiques et les moyennes pondérées. Résumons brièvement les différences entre produits énergétiques primaires et secondaires. Les produits énergétiques extraits ou capturés directement à partir de ressources naturelles sont ce que nous appelons les produits primaires. Le pétrole brut, la houille et le gaz naturel en sont des exemples. Les caractéristiques physiques et chimiques de l'énergie ne sont pas modifiées. Les produits énergétiques créés à partir de produits primaires, subissant ce que nous appelons un processus de transformation, sont au contraire appelés les produits secondaires. Les produits pétroliers produits à partir du pétrole brut ou de coques de coqueries provenant du charbon à coque en sont des exemples. La caractéristique distinctive importante de l'énergie secondaire est le processus de transformation subi. La transformation énergétique est un processus au cours duquel une forme d'énergie se transforme en une autre. L'énergie des combustibles fossiles, le rayonnement solaire ou les combustions nucléaires, tous des produits primaires, peuvent être convertis en d'autres formes d'énergie telles que l'électricité et la chaleur qui ne sont plus directement utiles. Toute forme d'énergie soumise à une transformation par l'homme est une énergie secondaire.
Cette diapositive contient des informations importantes. Elle représente les principaux flux de produits énergétiques du côté de l'offre et de la demande, visibles ici. La présentation des données sur les produits énergétiques se fait le plus souvent en utilisant le format d'un bilan entre les sources d'approvisionnement et leur utilisation, qui est ici du côté de la demande. Le concept essentiel est celui de bilan consolidé. On calcule la différence entre ce qui entre et ce qui sort. La différence entre les deux peut faire apparaître un déséquilibre. En termes d'énergie, cette différence s'appelle la différence statistique. Un solde égal à 0 peut être problématique car elle peut faire peser un soupçon d'inexactitude. Il est en effet rare que l'équilibre soit parfait. De fait, on cherche habituellement à obtenir une différence inférieure à 5%, en plus ou en moins par rapport au chiffre final. Si le résultat est supérieur à 5%, il sera nécessaire de revoir les statistiques car les incohérences seront sans doute trop importantes. La marge est donc limitée. Comme vous pouvez l'observer, l'offre est constituée de très peu d'agents par rapport à la demande, ce qui peut conduire à une plus grande précision côté offre que côté demande. Par ailleurs, il est normalement nécessaire de détenir une licence pour exercer du côté de l'offre, alors qu'il y a peu ou pas de restrictions du côté de la demande, et tout le monde est potentiellement impliqué, ce qui complique l'exactitude des processus de suivi. Nous allons maintenant passer brièvement en revue certains éléments de manière plus détaillée. Commençons par la production, à laquelle s'ajoutent parfois des contributions en provenance d'autres sources. Un grand nombre de pays ne disposent pas, par exemple, d'une production locale de gaz naturel et dépendent donc uniquement des importations. A l'inverse, d'autres pays disposent d'excédents de production et leur économie dépend fortement des exportations, comme la Norvège et le Qatar. S'agissant des variations de stock, vous remarquerez que les flèches pointent dans les deux sens. Les variations de stock reflètent la différence entre le niveau initial des stocks, le premier jour de l'année, et leur niveau final, en fin d'année, pour les stocks détenus sur le territoire national par les producteurs, les importateurs, les industries de transformation de l'énergie et les gros consommateurs. Une réduction de stock est représentée par un nombre positif. Il y aura moins de stocks en fin d'année. Et une augmentation de stock par un nombre négatif. Il y aura plus de stocks en fin d'année. Les données sur les routes maritimes et aériennes internationales sont importantes car elles peuvent représenter des quantités conséquentes et se réfèrent à la consommation internationale. Ces données ne sont pas prises en compte dans le calcul des émissions nationales de CO2. Du côté de la demande, nous nous intéressons ici à la transformation des produits primaires en produits secondaires, comme par exemple la production d'électricité et le raffinage des produits pétroliers. Le secteur de l'énergie désigne les produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement des activités d'extraction, de conversion ou de production d'énergie. On n'entre pas ici dans le processus de transformation. En ce qui concerne les pertes, au-delà des pertes les plus évidentes, il est également important de prendre en compte le vol, car cela peut représenter un problème majeur dans de nombreux pays. La consommation d'énergie finale totale représente les principaux secteurs de consommation de l'énergie par les utilisateurs finaux. Cela nous ramène au niveau micro des utilisateurs que nous avons mentionné au début de ce webinaire. Cela comprend l'industrie, le transport, les secteurs résidentiels et commerciaux, ainsi que les usages non énergétiques de l'énergie. Voici un exemple de bilan pour le gaz naturel en France. Vous reconnaissez les classifications de la diapositive précédente. Comme vous pouvez le constater, la France a une très faible production de gaz naturel et dépend fortement des importations en provenance d'autres pays. Si nous regardons du côté de la demande, nous observons que le gaz naturel est principalement consommé dans les autres secteurs, qui se réfèrent aux usages domestiques. Nous allons maintenant nous intéresser aux opérations de conversion de base. Vous pourrez rencontrer un grand nombre d'unités de mesure différentes dans les statistiques sur l'énergie, et ce d'autant plus que certains d'entre vous viennent de pays où des unités différentes sont la norme. Les conversions entre les mêmes types de quantités, par exemple passer de kilotonnes à des kilogrammes, de litres à des barils, ou de gigawattheures à des kilotonnes équivalent pétrole, ne posent pas problème car on peut toujours recourir à une constante qui permet de passer d'une unité à une autre. Quelques exemples. Pour la masse, 1 kilotonne est égale à 1000 tonnes. 1 tonne est égale à 1000 kg. Pour les volumes, un baril est équivalent à environ 159 litres. Pour l'énergie, 1 gigawattheure est égal à 3,6 TJ. Au bas de la diapositive, nous vous indiquons le lien vers le convertisseur d'unités de l'AIE. Cela pourra vous aider à naviguer facilement entre les différentes unités.
Regardons à présent un exemple de passage d'une unité à une autre. Comment convertir 5 kilotonnes d'équivalent pétrole en gigawattheure. 1 gigawattheure est égal à 3,6 terajoules. 1 kilotonne d'équivalent pétrole est égal à 41,868 terajoules. Ainsi, 5 kilotonnes d'équivalent pétrole fois 41,868 terajoules par kilotonne d'équivalent pétrole est égal à 209,34 terajoules. 209,34 terajoules divisé par 3,6 terajoules par gigawattheure est égal à 58,15 gigawattheures. Faisons maintenant un petit quiz. Imaginez qu'on vous abandonne sur une île déserte au beau milieu de l'océan Arctique et que vous pouvez prendre avec vous une tonne de combustible. Lequel choisiriez-vous? Vous pouvez choisir entre une tonne de charbon, une tonne de gasoil ou une tonne de bois de chauffage. Nous vous laissons quelques secondes pour y réfléchir. Si vous voulez rester au chaud le plus longtemps possible, choisissez le gasoil. Pour obtenir l'équivalent d'une tonne de gasoil, il faudrait 1600 kg de charbon et vous auriez besoin d'encore plus de bois de chauffage, 3 fois plus en fait, en fonction du type de bois et de son degré de sécheresse. Ce que nous avons appris au travers de cet exemple, c'est qu'il ne sert à rien de comparer des masses si les combustibles sont de nature très différente. Venons-en maintenant à la notion de pouvoir calorifique qui permet de convertir des masses en énergie. La plupart des données sont collectées en unités physiques. Tonnes de charbon importé, litres d'essence vendus, mètres cubes de gaz vendus. Mais comme nous venons de le voir, il est difficile de comparer des masses et des volumes, car leur contenu énergétique diffère. Imaginez que vous voulez savoir combien de mètres cubes de gaz naturel sont nécessaires pour remplacer les importations de charbon. Pour connaître la réponse, il vous faut convertir toutes les données de masse et de volume en énergie. Il existe un grand nombre d'unités d'énergie. Joule, kilowattheure, unité thermique britannique, équivalent charbon. À l'AIE, nous utilisons les équivalents pétrole. L'AIE a été créée juste après la première crise pétrolière, au début des années 70, et s'est développée autour du pétrole comme combustible majeur. De ce fait, l'ensemble des produits énergétiques sont habituellement convertis en équivalent pétrole. Nous venons de voir comment convertir au sein d'une même famille d'unités, d'une unité de masse à une autre unité de masse, ou d'une unité de volume, comme les galions, à une autre unité de volume, comme les litres. Mais pour convertir des masses ou d'autres données physiques en énergie, c'est plus compliqué. Il n'existe en effet pas de facteur de conversion constant pour passer de l'un à l'autre, car cela dépend du type de produit et de sa qualité. Le facteur de conversion utilisé est appelé pouvoir calorifique. Il représente la chaleur obtenue lorsque le combustible est brûlé. Différents produits énergétiques auront des pouvoirs calorifiques différents. Pour un même produit, les pouvoirs calorifiques peuvent également varier significativement, au sein d'une fourchette attendue. Ces données sont nécessaires à de bonnes statistiques sur l'énergie. Par exemple, en 2014, nous avons utilisé 1000 kilotonnes d'autres charbons bitumineux avec un pouvoir calorifique moyen de 22 000 kJ par kilogramme. Il est très important de disposer de données de qualité sur les pouvoirs calorifiques lorsque vous compilez vos données sur l'énergie. Il est également important de savoir que nous différencions deux types de pouvoirs calorifiques. Le pouvoir calorifique supérieur, appelé aussi PCS, et le pouvoir calorifique inférieur, appelé PCI. Le PCS est toujours plus élevé que le PCI. La différence entre les deux est liée à l'énergie contenue dans la vapeur d'eau, qui provient de l'humidité du combustible lors de la combustion. Il est possible d'estimer très exactement l'un à partir de l'autre. Les ratios sont ceux indiqués sur la diapositive. Le PCI, pour le gaz naturel, est égal à 90% du PCS. Le PCI pour le pétrole est égal à 95% du PCS. Le PCI pour le charbon est égal à 95% du PCS. Un pays produit 2 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Le PCS du gaz naturel est de 38 000 kJ par mètre cube. Quel est le contenu énergétique brut du gaz produit? D'abord, nous convertissons le PCS en unités plus appropriées. D'où 2 milliards de mètres cubes fois 38 000 terajoules par milliard de mètres cubes est égal à 76 000 terajoules, contenu énergétique brut. Ou 76 000 terajoules fois 90% est égal à 68 400 terajoules, contenu énergétique net. Dans la plupart des cas, il existe dans un pays plus d'une mine de charbon, plus d'un flux commercial et plus d'un acteur dans chaque sous-secteur industriel. Dès lors, lorsqu'il nous faut agréger la production de charbon des différentes mines pour la déclarer comme production propre,
Il nous faut également déclarer un pouvoir calorifique pour le charbon, qui doit être indicatif de la qualité globale. Intéressons-nous aux exemples. Un pays a deux mines de charbon, A et B. La mine A produit 100 kilotonnes avec un PCI A qui est égal à 25 000 kJ par kg. La mine B produit 100 kilotonnes avec un PCI B qui est égal à 20 000 kJ par kg. Le calcul du PCI global est assez facile. Il suffit de faire une moyenne classique des deux PCI. Mais que se passe-t-il si la quantité produite n'est pas la même dans les deux mines? Par exemple, si la mine A produit 400 kilotonnes et non pas 100 kilotonnes comme la mine B. Dans ce cas-là, vous devez calculer une moyenne pondérée. La moyenne pondérée doit exprimer le fait que la majorité du charbon provient de la mine de qualité supérieure. Cela doit donc se refléter dans le PCI moyen. Il faut donc appliquer cette formule. On pondère la moyenne en fonction du volume de production de la mine A et du volume de la mine B. Dans notre exemple, cela donne 25 000 kJ par kg fois 400 kilotonnes plus 20 000 kJ par kg fois 100 kilotonnes. Le tout divisé par 400 kilotonnes plus 100 kilotonnes, ce qui donne 24 000 kJ par kg. Lorsqu'il y a plus de deux mines, vous pouvez utiliser la formule générique en faisant la somme de l'ensemble des pouvoirs calorifiques et des productions des différentes mines, comme indiqué dans la formule sur la diapositive. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur les statistiques énergétiques de l'AIE, nous disposons de plusieurs ressources qui peuvent vous être utiles. Vous trouverez ci-dessous les liens vers notre manuel sur les statistiques de l'énergie, un manuel complet disponible en 10 langues. Vous pouvez également vous rendre sur le site dédié aux statistiques de l'AIE, où vous trouverez de nombreuses ressources, y compris nos questionnaires, notre glossaire et la documentation relative à nos méthodologies de collecte de données. Vous pouvez également consulter les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques des Nations Unies qui fournissent le cadre méthodologique. Merci encore et à bientôt.